Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, en direct de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg, à l'occasion de l'ouverture du marché de Noël, en direct et en public. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous, bienvenue en Alsace, bienvenue dans la capitale de Noël à cette période de l'année, à Strasbourg, où le temps de l'Avent et de la Nativité, entre la Saint-Nicolas et l'Épiphanie, est vécu dans un climat de féerie qui nous fait traverser les siècles. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous allons revenir aux origines de toutes ces fêtes et à la façon dont on les célébrait autrefois. Nous sommes, vous l'avez dit, place Kléber, sous les voûtes majestueuses de cette salle de l'Aubette. Alors là, à nos pieds, sous nos fenêtres, se déploie l'un des 7 marchés de Noël qui, à partir d'aujourd'hui et pendant 6 semaines, vont accueillir quelques 2 millions, même un peu plus de 2 millions de visiteurs venus d'un peu partout, parfois de très loin. Vous sentez cette odeur d'orange et de cannelle, d'épices et d'épicéas. Avec un petit mois d'avance, nous inaugurons aujourd'hui la période des fêtes sur Europe 1 au milieu de sapins scintillants et nous allons nous demander comment on fêtait Noël autrefois. J'allais oublier Céline, bien entendu, nous sommes en direct et vous allez l'entendre, nous sommes en public puisque les Alsaciens sont venus nombreux nous retrouver au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je vous présente nos invités. Nadine Cretin est historienne, elle est spécialiste de tout ce qui concerne les fêtes de fin d'année et de Noël en particulier. Nous allons revenir avec elle sur toutes sortes de traditions, d'habitudes. Philippe Wendling, qui est journaliste, est auteur de la merveilleuse histoire des marchés de Noël d'Alsace. Ça tombe bien, c'est exactement notre sujet d'aujourd'hui. On dirait que vous avez écrit ce livre pour nous. Jean-François Covard, que connaissent nos auditeurs, il n'est pas sa première participation, est professeur d'histoire des religions et nous reviendrons bien sûr avec lui sur toutes ces questions. Et puis, on parlera bien sûr de la cathédrale de Strasbourg et de son millénaire, puisqu'en ce moment, on est en plein dans cet extraordinaire anniversaire. Et puis, nous sommes reçus ici par le premier adjoint au maire, Alain Fontanelle. Vous êtes chargé de la culture. C'est vous, en quelque sorte, qui inaugurez cette période des festivités strasbourgeoises, Alain Fontanelle? Moi et toute une équipe, évidemment, préparer le marché de Noël à Strasbourg, c'est un travail collectif qui mobilise beaucoup de services, beaucoup d'adjoints, beaucoup d'associations et tous les Strasbourgeois. Alors, j'ai parlé de 2 millions de visiteurs, c'est à peu près ça? Oui, tout à fait. C'est près de 2 millions de visiteurs. C'est 3,5 millions de visites, puisque beaucoup de visiteurs reviennent plusieurs fois en étant à Strasbourg. C'est un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Donc c'est important sur le plan économique, sur le plan de l'emploi. C'est aussi important en termes de rayonnement et d'attractivité de notre ville. Et c'est aussi et avant tout important pour faire la fête à Strasbourg. Il y a 3 bonnes raisons de venir aujourd'hui à Strasbourg. D'abord, c'est le lancement des festivités ce soir avec un concert de M. Pokora place Kléber. Je peux vous dire qu'il sera là puisqu'il était dans le train avec nous ce matin. Il sera effectivement là. Il y a déjà 100 ou 150 personnes qui attendent. Pourtant, le concert n'a lieu qu'à 18h30. Une deuxième raison, c'est effectivement à partir de ce soir que le marché de Noël ouvre. 306 chalets répartis dans 11 lieux différents de Strasbourg. Et troisième et dernière bonne raison, c'est que c'est des fêtes de Noël particulières cette année parce qu'elles s'inscrivent dans le millénaire de la cathédrale. Oui, j'ai dit tout à l'heure 7 marchés, il y en a 11 en fait. Il y a 11 lieux. Il y a 11 lieux. Voilà, il y a certains marchés qui sont généraux et d'autres qui sont plus spécialisés pour les enfants ou le village du partage aussi. C'est assez frappant depuis quelques années, où qu'on soit en France, quand on parle de Noël, des marchés de Noël, etc., le nom de Strasbourg revient tout de suite. Vous avez réussi, si je puis dire, cette opération depuis environ un quart de siècle, depuis 25 ans. On peut dire que Strasbourg est devenue la capitale de Noël. Elle est devenue doublement la capitale de Noël parce que c'est vrai, c'est ancré dans l'image à Strasbourg, en Alsace, mais aussi dans la France entière. Mais c'est même devenu
une marque déposée. Strasbourg, capitale de Noël, c'est une marque reconnue par l'Institut de la propriété intellectuelle. Alors on va distribuer des Méneleux ce soir, des petits bonhommes en c'est quoi, c'est de la brioche en fait. C'est de la brioche, mais ça sera pour la Saint-Nicolas. Ah, c'est pour la Saint-Nicolas. C'est pour la Saint-Nicolas. Il y aura un grand Saint-Nicolas qui traversera une partie de la ville de Strasbourg. Et il y aura plus d'1 millier de Méneleux confectionnés avec les artisans boulangers strasbourgeois. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Alsaciens, d'une manière générale, participent à cette fête? Parce que, évidemment, beaucoup de monde vient d'un peu partout. Les marchands, j'imagine, qui ne sont pas seulement d'ici. Quelle est la part de la population dans les réjouissances? Une part évidemment importante. Quand on dit 2 millions de visiteurs, en gros, il y a 80% de gens qui viennent de France, 20% de gens qui viennent d'autres pays. Et dans la part des visiteurs français, on est à 60%, un peu plus de la moitié, qui sont des gens de la région. Donc il y a une part évidemment importante des Strasbourgeois qui viennent en famille, qui viennent avec les enfants, visiter et revisiter chaque année ce marché. Nadine Cretin, depuis quand est-ce qu'on fête comme ça, qu'on fait des marchés de Noël à Strasbourg? À Strasbourg, il est attesté en 1570 parce qu'il avait lieu auparavant au moment de la Saint-Nicolas. C'était pendant quelques jours et c'était principalement des cadeaux alimentaires qu'on pouvait y acheter. Mais celui de Strasbourg, avec la réforme qui refusait Saint-Nicolas, qui était un personnage papiste, donc à ce moment-là, on a accueilli l'enfant Jésus et le marché de Noël s'est retrouvé un petit peu plus tard dans le temps. On se rend compte qu'en fait, c'est donc encore une fois une question religieuse qui a modifié la nature du marché de Noël, Jean-François Covard. Oui, tout à fait. C'est Johannes Fliner, qui était le prédicateur de la cathédrale, qui va convaincre le magistrat, donc le gouvernement de la cité de Strasbourg, de changer le nom, mais aussi la période de ce marché qui sera dorénavant centré sur la fête de la Nativité et non plus sur la Saint-Nicolas. Mais je voudrais préciser qu'à Strasbourg, la réforme est luthérienne. Et voilà. Dans les pays réformés calviniste, le Saint-Nicolas est resté une réalité importante. Je pense à Mulhouse, je pense aux Pays-Bas également. J'essayais de comprendre ça dans le train en venant, pour tout vous dire. Tout à l'heure, je me disais, mais alors comment expliquer que la réforme est un effet néfaste sur Saint-Nicolas dans certaines régions et pas sur d'autres? Ça dépend des luthériens et des calvinistes. Les luthériens ne veulent plus entendre parler de Saint-Nicolas, alors que les calvinistes lui restent fidèles. En gros, on peut dire ça. Sans doute pour prendre le contre-pied des luthériens. Et voilà, bien entendu, il fallait bien se distinguer. Je feuilletais votre ouvrage, Philippe Wendling, et je me rends compte que le marché de Noël a beaucoup voyagé dans Strasbourg au fil des siècles. Il a beaucoup voyagé, comme on l'a dit à l'instant. Il est né devant la cathédrale en 1570. Et il y est resté un certain temps avant de gagner la place du château, du Palais des Rouen qui se trouve juste à côté. Et au fur et à mesure, vu le nombre croissant d'exposants, on a cherché des places plus grandes. Il était à un moment place Kléber où nous nous trouvons aujourd'hui, puis place Broglie. Et aujourd'hui, et comme le disait Alain Fontanel à l'instant, c'est 11 sites dans Strasbourg. Eh bien voilà, 11 sites et cette extraordinaire atmosphère de fête à partir de ce soir à Strasbourg. Nous allons essayer de comprendre dans un instant qui était ce Saint-Nicolas dont on parle tant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour à Strasbourg où vous vous trouvez aujourd'hui, Franck Ferrand, en direct de la place Kléber, où vous nous donnez un direct avant-goût et en public. Écoutez ça, Céline. Formidable. La ferveur des Alsaciens. Et vous allez nous donner un avant-goût de Noël, justement, en nous parlant de la Saint-Nicolas. Et oui, car les petits Strasbourgeois, et avec eux des milliers et des milliers d'enfants de toutes les régions de l'Est et du Nord, comptent les jours qui nous séparent encore du samedi 6 décembre. On est à J-8 aujourd'hui. Le 6 décembre, Saint-Nicolas va leur rendre visite. Vous savez, alors, la tradition veut que ce soir-là, le soir du 5 décembre, les enfants laissent de la nourriture, du foin, de la paille, du grain pour l'âne de Saint-Nicolas. Le saint passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises, des fruits secs, des pommes. Ça, c'est dans la tradition. Évidemment, aujourd'hui, il apporte plutôt des consoles de jeux ou etc. Vous imaginez bien. Il ne se promène pas seul. Il est accompagné du fameux Hans, du terriblement fameux Hans Trapp, le père Fouettard. On reviendra sur tout ça et sur cette tradition tout à l'heure.
le père Fouettard qui menace de distribuer des coups de trique aux enfants qui, eux, n'ont pas été sages. C'est intéressant d'ailleurs cette espèce de dualité de la tournée de Saint-Nicolas. La tradition se décline également dans toutes sortes de spécialités culinaires sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Les crottes en chocolat qui sont inspirées du petit âne de Saint-Nicolas qui est censé avoir laissé des crottes derrière lui. Il existe également des petits pains au lait en forme de bonhomme. Je vous en disais tout à l'heure, on les appelle les Männle, les petits bonshommes, si vous voulez, ici à Strasbourg. Mais je sens que vous mourrez d'envie de me poser la question, mais d'où vient-elle cette tradition de Noël, cette tradition, de la Saint-Nicolas? À l'origine de ce beau folklore, il n'y a pas, on peut dire, il n'y a pas une tradition très clairement établie. C'est ce qu'il va falloir qu'on éclaircisse avec mes invités dans un instant. Certes, il y a eu autrefois un Nicolas de Myre, qu'on appelle aussi Nicolas de Bari, qui était né en Anatolie, donc dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie. Il est né au IIIe siècle de notre ère, dans les années 260-270. Selon la légende, il aurait perdu ses parents très jeunes, aurait été placé à l'orphelinat, élevé par son oncle qui était lui-même évêque de Myre et qui s'appelait déjà Nicolas. Et la tradition affirme qu'il a été désigné évêque de Myre à son tour aux environs de l'an 300. Et on lui attribue à cet évêque, à cet évangélisateur, disons-le, on lui attribue toutes sortes de miracles. En 311, il convainc un commandant de navire de transport de grains de l'Empire romain de céder aux habitants de Myre une partie de son chargement parce qu'il y avait une espèce de famine à l'époque et qu'il fallait nourrir la population. Il aurait également obtenu une baisse des impôts de Myre. Il avait demandé pour ça carrément une audience à l'empereur Constantin en personne. Il était allé le voir à Constantinople. On dit aussi qu'il a sauvé, et nous y voilà, on se rapproche de notre mythe et de notre légende, il aurait sauvé 3 jeunes gens accusés par un juge corrompu d'avoir organisé une émeute. Il aurait même arraché l'épée du bourreau qui allait les décapiter et exigé la reprise du procès où sa propre plaidoirie aurait contribué fortement à les innocenter. Ça, c'est un peu l'origine de nos fêtes, vous allez voir dans un instant. L'évêque Nicolas de Myre aurait aussi participé au premier concile de Nicée en 325, le célèbre concile œcuménique, je ne vais pas revenir là-dessus, et il meurt à Myre le 6 décembre 345, d'où la fête de la Saint-Nicolas. Ce 6 décembre, il sera canonisé et bénéficiera très tôt d'une immense popularité, d'où la représentation très fréquente de ce Saint-Nicolas dans toutes sortes de sculptures et bientôt aux vitraux des églises. Il faut dire que ces restes sont conservés dans une église de Myre en Lycie jusqu'au XIe siècle. Selon la légende, ces ossements ont la particularité de dégager une sorte d'huile parfumée, un baume qui était très connu pour guérir, pour avoir des vertus extrêmement bénéfiques pendant tout le Moyen-Âge. Cette célébrité va attirer des marins. Vous savez que c'était comme ça à l'époque. On a vu ça avec Saint-Marc à Venise, bien entendu. Des marins qui ont volé la relique et qui l'ont rapportée chez eux à Bari, où une basilique a été bâtie entre 1089 et 1197. Une phalange quand même de Saint-Nicolas a été transférée depuis Bari jusque dans le duché de Lorraine, où elle était, parce qu'il faut dire qu'elle avait été récupérée par un chevalier lorrain. Et une église a été édifiée à la gloire du saint, c'est Saint-Nicolas de Port, bien entendu, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc Saint-Nicolas bénéficie d'une très grande popularité. Alors, d'où vient la légende? Vous savez, on raconte toujours cette légende de Saint-Nicolas qui se rend chez un boucher qui 7 ans plus tôt aurait attiré chez lui 3 enfants qu'il avait tués, dépecés, installés dans un saloir en petits morceaux. Et l'évêque demande à manger du petit salé, et quand il voit réunis les morceaux, il arrive à leur redonner vie et à ressusciter les 3 enfants. Eh bien, cette légende, il semblerait qu'elle puisse venir, je dis bien il semblerait, tout ça n'est pas d'une très grande sûreté, mais il semblerait qu'elle vienne d'une mauvaise interprétation d'un vitrail. En effet, on avait représenté le véritable saint anatolien qui était en train de sauver les 3 légionnaires romains qui se trouvaient eux-mêmes prisonniers dans une tour.
tour. Et les 3 légionnaires en question, pour des raisons de protocole en quelque sorte, on les avait représentés beaucoup plus petits que le saint lui-même, ce qui explique qu'on les a pris pour des enfants, et la tour, on l'a prise pour un saloir. Voilà comment serait née la légende. Est-ce vrai, est-ce faux, que faut-il penser de tout ça? Eh bien, nous allons le savoir dans un instant. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Marthe a passé chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas sitôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceaux. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer devant ce champ. Elle a frappé chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Anne Sylvestre sur Europe 1 avec un extrait de la légende de Saint-Nicolas dont vous venez de nous parler, Franck Ferrand. Nous restons avec vous dans cette ambiance de Noël en direct de Strasbourg et nous vous retrouvons dans un court instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire est en direct de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg à l'occasion de l'ouverture du marché de Noël, en direct et en public avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Et oui, et notamment Nadine Cretin qui a donc écrit cette histoire du Père Noël aux éditions Le Pérégrinateur et qui nous dit « Ce miracle des 3 enfants qui ne figure pas dans les récits grecs apparut à la fin du XIe siècle dans un texte de l'évêque d'Idelsheim. Weiss, dans sa vie de Saint Nicolas, parle, et cette vie est écrite au milieu du XIIe siècle, parle de 3 clercs, et à la fin d'un sermon attribué à Saint Bonaventure, on est là en 1274, il s'agit de 2 écoliers allant à l'école d'Athènes étudier la philosophie. On a un peu tendance à y perdre son latin, Nadine Cretin. Oh, c'est tout à fait le cas, effectivement. En plus, dans les légendes de Saint Nicolas, sa légende dit qu'il aurait sauvé 3 jeunes filles de la misère. Le père voulait les vouer à la débauche parce qu'il était trop pauvre pour les élever. Et 3 nuits de suite, il était apparu en déposant une bourse de pièces de monnaie sur la fenêtre. Et donc un cadeau de nuit anonyme, parce que bien entendu, il n'était pas là. Enfin, vous voyez, déjà, tous les cadeaux de Noël se profilent. Oui, il y avait déjà cette dimension-là, cela dit, c'est assez intéressant. Oui. Alors, la légende est venue en quelque sorte par la rumeur. C'est un dérapage, cette légende, au départ. Oui, absolument. Surtout que quand la phalange est arrivée en Lorraine, donc son ce culte, morceau de relique, hein, oui. Voilà, son culte a augmenté à ce moment-là dans les régions rhénanes, où il était par ailleurs connu par les marins. Et il s'est superposé à d'autres croyances, en particulier des croyances germaniques dans le dieu Odin, qui était capable de marcher dans l'air sur son cheval à 8 pattes. Donc voilà comment Saint Nicolas est capable de se promener de toit en toit pour déposer ses cadeaux. Et puis également le chasseur sauvage qui était assimilé à Odin et qui se promenait par les nuits d'hiver, en particulier au moment du solstice d'hiver. J'insiste beaucoup sur cette période du solstice à laquelle la Saint-Nicolas appartient tout autant que l'Épiphanie, c'est-à-dire du 6 décembre au 6 janvier, c'est la même période de solstice, des jours très noirs, très courts, dans l'hémisphère nord. Ce qu'il faut dire, c'est que ce Saint-Nicolas, il est par ailleurs le patron de toutes sortes de personnes. On sait bien sûr qu'il est le patron des avocats du barreau de Paris, mais il est aussi patron des notaires, des écoliers d'une manière générale, des prêteurs sur gage, des marins et des bateliers, mais aussi des célibataires hommes, parce que les femmes, voilà. C'est Sainte-Catherine dont on a célébré la fête il y a 2 jours. Oui, tout à fait. Ben justement, le fait d'avoir pourvu, entre autres, ces jeunes filles, il a toujours été patron des jeunes gens par la même occasion. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé? Parce qu'on parle toujours de Santa Claus quand on est aux États-Unis. Oui. C'est le même, hein. Klaus, c'est Niklaus, c'est Saint-Nicolas. Oui, comment est-ce qu'il est arrivé dans l'univers anglo-saxon? Alors, c'était surtout le patron des marins avant d'être celui des enfants, comme nous l'avons dit.
Et donc les Américains, les colons, les Pilgrim Fathers, quand ils sont arrivés aux États-Unis à partir du XVIIe siècle, ils étaient en fait très heureux évidemment d'avoir traversé l'Atlantique sains et saufs. Donc tout naturellement, ils ont voué un grand culte à Saint-Nicolas. Qui par ailleurs est devenu progressivement le distributeur, et on retrouve en 1822 un poème d'un pasteur américain qui s'appelle le pasteur Moore, qui a écrit un petit poème pour ses enfants à propos d'un Saint-Nic. Donc vous voyez le rapport avec Saint-Nicolas. Mais là-bas, il n'est plus question de 6 décembre en fait. Non, c'était effectivement la nuit de Noël. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et ce Saint-Nic va descendre par la cheminée et en fait il est ventripotent, il a déjà beaucoup d'aspects de notre Père Noël. Il a troqué sa mitre, je dirais, contre un bonnet mou. Sa crosse est devenue un sucre d'orge, comme on le sait. Et voilà comment, peu à peu, ce petit personnage qui avait gagné la taille minuscule des petits lutins d'Europe du Nord, ce personnage, peu à peu, a grandi dans la publicité et pour atteindre une taille normale. Il a toujours eu cette barbe blanche qui lui confère à la fois un âge très ancien et en même temps des habits chauds, parce qu'il venait on disait du pôle Nord, mais à ce moment-là, on ne l'avait pas découvert, le pôle Nord. Donc c'était encore une région... Encore plus mystérieuse qu'aujourd'hui. On ne parlait pas de rennes encore, j'imagine, pour tirer le traîneau. Les rennes sont apparues tôt. Dans le poème de Moore, il décrit les rennes. Et ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est la naissance du Père Noël, quand même, pour parler clairement. Alors, ce Père Noël, j'avais souvent entendu dire, ça fait partie un peu des rumeurs, que c'était la maison Coca-Cola qui l'avait repeint en rouge. Et vous nous dites non, en fait, il était rouge bien avant ça. Oui. Saint-Nicolas a été représenté très longtemps avec un manteau rouge et donc la couleur rouge a été attribuée également aux habits du Père Noël quand il a été dessiné entre autres par Thomas Nast à la fin du XIXe siècle, dans les années 1860. Et donc il avait cette couleur rouge, mais qui était aussi, on disait, couleur de suie, et il pouvait être vert ou gris ou bleu, de toutes les couleurs, en fait. Donc nous avons, grâce à vous, et avec, on peut dire quand même assez rapidement, vu comment on passait de Saint-Nicolas au Père Noël. Il y a bien une filiation de l'un à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des petits Strasbourgeois qui attendent Saint-Nicolas et qui croient à Saint-Nicolas? C'est encore le cas, Monsieur Fontanelle? Je crois pleinement. On verra bien le 6 décembre. Je suis persuadé qu'il y aura énormément d'enfants dans la rue pour l'attendre. Et c'est parce qu'il est là physiquement, il faut le dire. Hein. Il avec sa mitre, etc. Ce jour-là, il sera là physiquement, bien évidemment. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Maîtrise de la cathédrale de Strasbourg et l'ensemble La Pastourelle sur Europe 1 avec un extrait des Anges dans nos campagnes. Et vous êtes toujours Franck Ferrand en direct de Strasbourg pour une émission au cœur de l'histoire des marchés de Noël, une émission publique. J'en profite, Franck, pour rappeler à nos auditeurs, ceux qui n'ont pas la chance d'être avec vous à Strasbourg, qu'ils peuvent vous voir en direct et en vidéo sur europe1.fr avec vos invités. Exactement, merci beaucoup Céline. Vous allez les entendre, les Alsaciens d'ailleurs. Ils vont se faire entendre. Alors, dans la merveilleuse histoire des marchés de Noël, Philippe Wendling, vous nous parlez de cette Christkindlmerk, ou ce Christkindlmerk, c'est au masculin d'ailleurs. Alors, c'est au masculin, mais c'est une femme qui est représentée la plupart du temps. C'est ça, c'est pour ça. Voilà, alors on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec la réforme à Strasbourg et cette interdiction du marché de la Saint-Nicolas. Et les commerçants de l'époque, parce que le marché de Noël, c'est aussi du commerce, il ne faut pas l'oublier. On pourrait presque dire que c'est d'abord du commerce, non? Enfin, c'est de la tradition et du commerce, c'est un peu des deux. Allez. On va dire
un beau mariage des deux. Et donc les commerçants de l'époque, quand ils ont entendu ce prédicateur finaire dire fin du marché de la Saint-Nicolas, ils se sont plaints auprès des autorités de la ville parce qu'ils avaient peur de perdre cette manne financière. Et on a décidé donc de changer la date du marché et de le rebaptiser l'enfant Jésus, donc le Christkindlesmerk dont vous parliez à l'instant. Alors ça, vous nous l'avez dit, ça a changé d'endroit au fil des siècles. Ça a changé de nature aussi petit à petit. Au départ, c'était quand même un marché qui était largement axé sur les denrées, sur les nourritures et sur les gâteaux de Noël, les pâtisseries, les friandises, etc. Et puis petit à petit, ça devient ce qu'on a appelé la bimbeloterie. Expliquez-nous ça. Alors il y avait un petit peu deux moments. Il y avait le moment donc de 3 jours avant Noël, quelques jours avant Noël, où on retrouvait les petites épices pour faire les gâteaux, on retrouvait les petits cadeaux pour les enfants. Et vous aviez, comme souvent au Moyen-Âge puis à la Renaissance, des grandes foires d'hiver qui se déroulaient là plutôt après Noël et auxquelles on trouvait un petit peu de tout. Et de ces deux rendez-vous forts du commerce, on n'en fait plus qu'un à la fin du 19e. Et donc là, oui, on trouve un petit peu de tout, voire même du n'importe quoi. Au fur et à mesure de l'histoire, on va le voir. Strasbourg, aujourd'hui, lutte contre le Made in China sur les marchés de Noël. Mais si on remonte un peu dans le temps, rien qu'en 1927, par exemple, on interdit les poissons rouges. C'est ce que je voyais, oui. Parce que c'est le produit phare de l'époque. Un petit peu avant, on va interdire les cartes de vœux parce que les commerçants sédentaires de Strasbourg veulent se garder ce monopole. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce marché de Noël, Nadine Cretin, est devenu ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui, au tournant du XXe siècle à peu près? Est-ce que c'est un marché, le marché tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ces petits chalets, le type d'objets qui sont vendus, etc., remonte, on va dire, un siècle à peu près, à la Première Guerre mondiale? Oui, c'est-à-dire qu'il s'est considérablement étendu, effectivement, au cours du XXe siècle. Mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, où Tino Rossi, dans sa chanson, promet des cadeaux par milliers de petit Papa Noël. Donc à ce moment-là, effectivement, là, ça devient la grande foire à la consommation. Ah oui, une grosse, oui, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais je voudrais préciser qu'il y a toujours eu, pour les fêtes, ce qu'on appelle le gaspillage cérémoniel. C'est Martine Segalen qui emploie cette expression à propos des mariages. Elle dit, après tout, c'est vrai qu'on achète très cher la robe de la mariée, qu'elle ne porte qu'une fois, etc., le repas. Et au moment de Noël, on retrouve cette volonté de dépenser, mais à la limite, si on ne dépense pas, on est triste. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça fait ce partie gaspillage... du plaisir. Ah oui, absolument. Alors, il n'y a pas de marché de Noël sans ses traditions, bien entendu. Quand on va dans le sud de la France, quand on va en Italie, surtout, je pense à Naples, entre autres, mais pas seulement, l'élément essentiel du folklore de Noël et de la nativité, c'est évidemment la crèche, avec les santons, avec les personnages de crèche, avec ces décors absolument extraordinaires qu'on peut voir dans certaines villes d'Italie. Quand on monte vers le nord et qu'on va surtout vers l'est, qu'on vient chez vous, en quelque sorte, on parle d'abord du sapin, si je ne m'abuse. D'où vient-il ce sapin ? Alors, la tradition de la verdure dans les maisons est très ancienne, puisque les Romains la connaissaient déjà au moment des Saturnales. On disait qu'on mettait des branches de laurier ou de buis ou d'olivier dans l'entrée, enfin l'entrée de la maison. Alors, toujours ce symbole de renaissance du solstice d'hiver. Exactement. En fait, hein. Voilà. Le symbole est très facile à comprendre au moment où les arbres sont dépouillés de leur verdure. Et donc, on a fait rentrer peu à peu la verdure dans la maison. Les premiers arbres, eux, sont attestés un peu plus tard, à partir de la fin du Moyen-Âge. Déjà au XVe, on en trouve dans les maisons de corporation, en Alsace, mais aussi en Allemagne, dans les hôpitaux, et puis dans les maisons publiques. Et on en trouve après, à partir, une attestation de 1521 de Célestat montre qu'on a besoin de coupes sauvages, je dirais presque, de mettre des petits mets de Noël dans les maisons, puisqu'on demandait à des gardes forestiers de surveiller les forêts et de ne permettre l'abattage qu'à partir du 21 décembre. Au Tannenbaum, la tradition, elle est d'abord essentiellement germanique. On peut dire notamment que ce qui va amener
ceux qui vont amener le sapin dans les grandes capitales sont des altesses germaniques. Je pense au prince Albert, l'époux de Victoria à Londres, et puis bien sûr à la duchesse d'Orléans en France, qui, lorsqu'elle épouse l'héritier du trône, amène avec elle le sapin et la tradition du sapin, qui va être encore renforcée au moment de l'occupation prussienne de 1870. Donc le sapin a quand même quelque chose de spécifiquement de très lié avec cette partie de l'Europe, avec ces territoires germaniques. Tout à fait. D'ailleurs, c'était des petits sapins qu'on posait soit sur une table, soit on les accrochait au plafond. Et ce n'était pas nécessairement des grands sapins autour duquel on tournait, enfin comme c'est souvent devenu. Ce symbole est apparu très longtemps protestant, contrairement à la crèche, évidemment, qui était catholique. Alors, effectivement, l'origine du sapin, c'est lié au solstice d'hiver, alors que l'origine de la crèche est bien entendu liée à Noël, de même que le nom de Noël, qui est apparu à la fin du XIe siècle, Al-Naël Déhu, dans la vie de Saint-Brandon. Le sapin ne serait pas ce qu'il est, le sapin de Noël, sans les illuminations, bien entendu. On va bientôt inaugurer à Lyon la fête des Lumières, là, dans quelques jours également. C'est le 8 décembre, si je ne m'abuse. Est-ce que les illuminations sont essentielles dans un marché de Noël réussi, Monsieur Fontanelle? Oui, bien évidemment, c'est un élément d'illumination de la ville et aussi de fête dans la ville. Tous les quartiers souhaitent avoir leurs illuminations, les rues commerçantes aussi. Et il y a bien sûr aussi l'illumination du grand sapin de la place Kléber, le plus grand sapin d'Europe, je rappelle, 30 mètres, 70 ans et 7 tonnes 5. C'est un beau bébé qui vient porter majestueusement les fêtes dans le centre-ville de notre capitale. On disait que le sapin était plutôt protestant et que la crèche était plutôt catholique, Jean-François Covard. Aujourd'hui, on ne fait plus tellement cette distinction. La fête reste néanmoins, toute cette période-là, reste essentielle, aussi bien pour les catholiques que pour les protestants. Tout à fait. Mais je voudrais juste rajouter une chose sur le sapin, Franck, si vous le permettez. À Versailles, lieu que vous affectionnez tout particulièrement, la princesse palatine avait déjà, sous le règne de Louis XIV, à chaque fois, ce sont des altesses allemandes. Ça n'a pas duré longtemps parce que le roi Soleil n'a pas particulièrement apprécié le sapin. Il trouvait que c'était une dépense tout à fait inutile en cette période de Noël. Mais c'est vrai qu'on avait déjà vu arriver le sapin. Alors avec vous, dans un instant, nous allons revenir sur le monument emblématique de cette extraordinaire cité de Strasbourg. Nous allons parler de ce qui a longtemps été l'édifice le plus élevé de la chrétienté. Avec un nouvel extrait ici, la Marche des Rois. Strasbourg, capitale de Noël. Écoutez Europe 1 à Strasbourg sur 103.3. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, et vos invités en direct du marché de Noël de Strasbourg cet après-midi aux traditions de Noël. 103.3 pour les Alsaciens, vous avez entendu, Céline. Alors, je parlais de cette cathédrale. Moi, chaque fois que je viens à Strasbourg, j'essaie de vivre cette expérience incroyable. On avance dans la rue Mercière, dans cette grande rue toute droite qui avance vers le parvis de la cathédrale, et on voit une sorte de rideau incroyablement aérien, une sorte de dentelle verticale absolument fabuleuse. Ce n'est même plus de la pierre en fait, on a l'impression comme ça de quelque chose de presque immatériel. C'est la plus belle façade du monde. En tout cas, c'est un des plus beaux monuments qu'on puisse voir, et avec cette élévation, cette force, cette aspiration vers les cieux, c'est un monument tout à fait unique. Jean-François Covard. Oui, effectivement, les humanistes de la Renaissance parlaient de la 8e merveille du monde. Et voilà. C'est un édifice qui est édifié entre 1190 et 1439. Alors, si nous célébrons cette année le millénaire, c'est le millénaire des fondations de la cathédrale et de la première cathédrale romane, celle de l'évêque Werner de Habsbourg, qui est érigée, elle, dans la première moitié du XIe siècle, entre 1015 et 1045. Alors cette cathédrale, elle a une histoire extrêmement riche. D'ailleurs, vous m'avez promis de m'emmener et de me faire visiter la cathédrale. On va faire ça demain. Dès demain. Quelles sont les grandes heures, en quelque sorte? Quelles sont les grandes étapes de la vie de cet édifice unique? Alors, pour ce qui est de la construction, ce qui est remarquable, c'est ces deux choses. D'abord, c'est l'amplitude stylistique, parce que c'est 2 siècles et demi quasiment de chantier. Beaucoup plus que les grandes cathédrales franciliennes, champenoises, picardes, quasiment le double. Ce qui nous permet de décliner le roman tardif, mais aussi toutes les variations du gothique.
Et puis c'est la convergence, et là nous le devons à la géographie même de Strasbourg, la convergence de l'influence germanique et de l'influence française. Est-ce que cette cathédrale possède aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, sa vie propre? Est-ce qu'elle anime son propre quartier comme l'ont fait toutes les grandes cathédrales au Moyen-Âge, à la Renaissance? Déjà, elle est au cœur même de Strasbourg. Oui, ça c'est clair. Et elle est emblématique de la cité. Et effectivement, il y a un quartier de la cathédrale qui a son identité propre. Mais Alain Fontanelle pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et c'est vrai que la cathédrale de Strasbourg est un édifice cultuel, mais qui a aussi, bien évidemment, une densité culturelle. Alors Alain Fontanelle, Jean-François Covard vous tend le micro, littéralement. On célèbre en ce moment le millénaire de cette cathédrale de Strasbourg. Il y a des festivités qui vont marquer l'événement. Même une année de festivités. Je pense que pour être à la hauteur de cet anniversaire des 1000 ans, il fallait bien une année de festivités. Il y aura un grand spectacle à l'été prochain autour de la cathédrale avec comme principal acteur de ce spectacle, bien évidemment, cette cathédrale. Mais il y a aussi, par exemple, la mise en avant des métiers qui ont contribué à faire la cathédrale. Il y aura un grand festival européen des tailleurs de pierre. Il y a un concours de vaisselle liturgique. On a 4 nouvelles cloches qui ont été installées. Un concours, c'est-à-dire c'est de la vaisselle actuelle, Non, c'est des étudiants de la Haute École des Arts du Rhin qui vont confectionner une nouvelle vaisselle liturgique. Il y a la pose de 4 nouvelles cloches qui étaient faites au mois de septembre dernier. Au-delà des métiers, il y aura bien évidemment des rencontres culturelles, il y aura des concerts au sein de la cathédrale, mais aussi dans d'autres lieux de la ville. Et il y aura des choses plus ludiques, par exemple des courses pour monter à pied le plus rapidement possible sur le premier étage de la cathédrale. C'est assez haut et donc c'est pour associer tous les âges, tous les styles et tous les Strasbourgeois dans ces festivités. Jusqu'au milieu du 19e siècle, Jean-François Covard, cette cathédrale, même presque jusqu'à la fin du 19e siècle, en 1860. Voilà, c'est ça, c'est resté l'édifice le plus élevé en fait de la chrétienté. Oui, avant que les cathédrales de Cologne et de Ulm en Allemagne ne soient achevées dans le style néo-gothique. Comment peut-on imaginer que des architectes au 14, 15, 16, même tout début 16e siècle aient pu édifier une tour aussi gigantesque? Sa taille exacte, c'est 140. Alors la hauteur 142 mètres 142 et elle double l'altitude de Strasbourg. C'est ça, oui, exactement, puisque c'est l'altitude à la base. Comment est-ce qu'on a pu réaliser une chose pareille? Je pense que c'est au-delà de l'aspect technique et artistique, c'est un défi spirituel. C'est ça. C'est cela qui est important. La cathédrale est un défi spirituel. On va s'élancer vers l'espace céleste. Ouais. Et cette cathédrale, évidemment, je la conseille à tout le monde. Ça n'est pas le seul grand édifice strasbourgeois. Quelqu'un qui n'aurait qu'un week-end, un grand week-end à passer à Strasbourg, que lui conseilleriez-vous comme visite incontournable? Indiscutablement le Palais des Rangs avec sa kyrielle de musées et le musée des Beaux-Arts en particulier qui est particulièrement didactique. L'église Saint-Thomas qui est un peu la cathédrale luthérienne de Strasbourg avec le tombeau du maréchal de Saxe. La Petite France et la Neustadt, les quartiers allemands, ceux de la fin du 19e, début du 20e siècle. Nous parlerons tout à l'heure de la Petite France et de l'origine de ce terme. Merci beaucoup de nous avoir promenés dans cette cathédrale par le verbe avant de le faire réellement. Je compte sur vous demain, bien entendu. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vous êtes toujours Franck Ferrand en direct de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg à l'occasion de l'ouverture du marché de Noël en direct et en public avec vos invités. Oui, je n'en laisse pas, je veux bien les entendre applaudir, je ne m'en laisse pas. Il vous salue, Céline, les Strasbourgeois et les Alsaciens en général. Lorsque je feuillette votre ouvrage, Philippe Wendling, La merveilleuse histoire des marchés de Noël d'Alsace, chez Vendeste, je me rends compte qu'il n'y a pas de marché de Noël uniquement à Strasbourg. Vous nous parlez de Colmar, de Kaisersberg, de Molsheim, de Mulhouse, d'Obernai, et j'en passe. C'est devenu une tradition alsacienne depuis quand ? Alors en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que au début des années 90, les hôteliers et restaurateurs de Strasbourg souffrent
tout comme ceux de l'ensemble de la région. En gros, quand vous nous parlez des années 90, là, je dis ça pour nos auditeurs qui sont habitués à ce qu'on manie les siècles dans cette émission. Là, on est vraiment dans une période ultra récente. 1990, au début des années 1990, les hôteliers alsaciens souffrent. Le mois de décembre est le plus catastrophique de l'année. 36% des chambres seulement sont réservées. Et les autorités touristiques ont l'idée de relancer Noël justement pour attirer du monde dans la ville. À l'époque, on a peut-être une dizaine de marchés comme Kaisersberg depuis 4-5 ans. Et Strasbourg s'autoproclame capitale de Noël, comme on l'a dit. Et la sauce prenant très vite, des centaines de milliers de touristes arrivant très vite, toute la région a eu envie de s'associer. Et aujourd'hui, on trouve à peu près 350 à 400 marché de Noël dans toute la région. Le plus petit... C'est-à-dire que si l'on vient pour assister au marché de Noël, enfin pour se promener dans les marchés de Noël de Strasbourg, on est quand même très tenté de continuer par d'autres en Alsace, évidemment. Ça fait partie du voyage. Et alors Alain Fontanel, qui est en face de moi, le premier adjoint, va me faire des gros yeux. Mais oui, allez aussi à l'extérieur. Non, mais allez découvrir ce qui se fait dans les petits villages, allez découvrir ce qui se fait dans les petites villes. C'est magnifique. Et puis chaque marché a un peu sa spécificité. En fait, la tradition de Noël venant s'associer à la tradition alsacienne, ça finit par donner quelque chose de très haut en couleur. Je pense que c'est ça qui plaît tant à ces millions de touristes qui viennent. C'est la beauté de tout ça, bien entendu. Ce sont des lumières, ce sont des couleurs, ce sont des formes qui sont tirées du fond des âges, d'une certaine manière, Nadine Cretin. Alors, qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes de Noël en Alsace ? On mange beaucoup, comme partout. Je ne vous ai pas demandé si on mangeait beaucoup. C'est-à-dire que la profusion, l'abondance promet l'abondance. Et donc, comme il était important de faire des cadeaux, il est important également d'inviter à sa table beaucoup de monde. Les familles se rassemblent, source de grande chaleur. Et effectivement, beaucoup de choses. On va manger beaucoup de choses. Alors, on disait en Alsace, par exemple, qu'il fallait un élément de la mer, ou de l'eau, un élément de l'air et un élément de la terre. Alors on retrouve un petit peu ça, si on veut bien, avec nos huîtres, le foie gras et puis un peu de boudin blanc, pourquoi pas. Exactement. Et les volailles ont des ailes, n'est-ce pas ? Le foie gras, il ne faut pas jamais oublier que c'est bien d'ici qu'il vient, parce qu'on associe le foie gras dans l'imaginaire collectif des Français, on l'associe au sud-ouest, au Périgord, au grand marché du sud du Massif central. En fait, à l'origine, elle est ici. L'invention, c'est bien dans la région. Oui, les Romains se le procuraient ici. Et les Romains étaient très friands. Je parle des Romains de l'Antiquité, bien sûr. Bien entendu. Donc du foie gras, quelles sont les pâtisseries ? J'ai parlé tout à l'heure de ces petits bonshommes qu'on distribue là, les Menelem, mais ça c'est vraiment très spécifique, très pointu. D'une façon plus générale, il y a les croquants, là, comment appelez-vous ça ? Alors justement, quand vous utilisez le mot pointu, là, vous avez tout à fait raison, parce que ce sont des pâtisseries porte-bonheur, comme tout ce que l'on trouve au moment de Noël, puisque c'est la renaissance d'une nouvelle année. Et on va trouver donc ces petites pâtisseries ont toute une petite forme de pointe qui dérive du latin cuneolus d'ailleurs, qui veut dire la pointe. Et c'était un symbole qui était utilisé contre les sorcelleries. Donc, alors que ce soit un cœur ou que ce soit, je ne sais pas, un croissant de lune, une étoile, un sabot, il finissait par une petite pointe. Enfin, je cherche dans le public la dame qui tout à l'heure m'a offert des kouglof, c'est tout à fait adorable, des mini kouglof absolument magnifiques et délicieux. Tout ça est encore très présent aujourd'hui, Alain Fontanel, bien entendu. Oui, très présent d'ailleurs au sein du marché de Noël lui-même. On a à peu près un tiers d'alimentaire. Par le passé, c'était monté à des proportions un peu trop importantes, donc on essaye de limiter la place de l'alimentaire, mais ça représente quand même un tiers des 306 chalets. Le reste sont plus des objets de décoration, de l'artisanat traditionnel. Alors dans un instant, nous allons parler du quartier de la Petite France. Est-ce qu'on peut dire que tous les quartiers de Strasbourg sont concernés par les marchés de Noël ? Pas pour les marchés de Noël lui-même, puisqu'il y a 11 sites répartis plutôt dans la première cercle de la ville, mais il y a des illuminations dans à peu près tous les quartiers, il y a souvent des sapins, les paroisses, les écoles font des fêtes de quartier, donc oui, la fête est dans l'ensemble de la ville. Pourquoi parle-t-on à Strasbourg de la Petite France ? Vous allez voir que l'expression a une origine tout à fait inattendue et que certains de nos auditeurs, à mon avis, sont tout à fait loin d'imaginer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, en direct de Strasbourg à Armelle. Elle nous a envoyé sa question via la page Facebook de l'émission. Elle a visité Strasbourg pour la première fois et a découvert le quartier de la Petite France. Elle aimerait savoir pourquoi l'appelle-t-on ainsi. Alors, je parle évidemment, Céline, sous le contrôle d'un élu et d'un historien alsacien. Donc, ils vont nous dire si ce que je vous dis est la bonne version. Mais il se trouve que ce quartier, qui est tellement beau, c'est un des quartiers les plus touristiques, les plus célèbres de Strasbourg, cette Petite France, située donc sur la grande île de Strasbourg, est classée depuis 1988 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Ce quartier extrêmement pittoresque, traversé par plusieurs canaux, avec ses ruelles étroites, avec ses maisons très colorées, on pourrait presque dire même qu'elles présentent à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est assez spectaculaire. Cette Petite France tire son nom d'un hôpital qui a été construit à la fin du XVe, au tout début du XVIe siècle. L'endroit, à l'époque, devait accueillir des soldats qui revenaient des campagnes d'Italie. Vous savez que et Charles VIII, et Louis XII, et François Ier ont conduit nos armées en Italie et qu'ils sont revenus avec dans leur bagage ce qu'on appelait en France le mal de Naples et ce qu'on appelle partout ailleurs le mal français. On ne disait pas seulement d'ailleurs le mal français, on appelait ça la petite française. Et la petite française, c'était la syphilis, tout simplement, qui a fait des ravages non seulement parmi les soldats de l'époque, mais évidemment dans les populations, parce que ça s'est répandu. Alors la Petite France, par la suite, est devenue le quartier des tanneurs, il faut le savoir. Il existe d'ailleurs toujours une maison des tanneurs qui a été construite en 1572 et qui se trouve être classée monument historique depuis très longtemps, depuis l'entre-deux-guerres. Il y a une rue Fossé des tanneurs également. Les maisons à colombage se sont multipliées au XVIe, XVIIe jusqu'au début du XVIIIe siècle et sous leurs toits pentus qui ouvrent sur de grands greniers, il y avait des séchoirs en fait pour les pots et pour la pelleterie justement. Tout ça a été utilisé par les tanneurs. À la même époque, le quartier de la Petite France est également prisé par les pêcheurs, les meuniers, et d'ailleurs on va trouver là une rue des Moulins. Alors, si ce merveilleux quartier a survécu jusqu'à nous, il faut le dire aussi, c'est grâce à une reconstruction, car comme beaucoup de coins de Strasbourg, évidemment, les bombardements ont fait beaucoup de dégâts au moment de la Seconde Guerre mondiale et il a fallu reconstruire en partie ce quartier de la Petite France. Est-ce qu'on peut dire ça, Jean-François Covard ? Oui, c'est un quartier qui était devenu très vétuste et c'est au début des années 1970 seulement que l'on va réhabiliter ce quartier qui deviendra la carte postale touristique de Strasbourg. Eh bien écoutez, merci beaucoup à vous, chers invités. Merci à la ville de Strasbourg de nous avoir si bien accueillis. C'était un rêve, je dois le dire. Merci aux équipes techniques d'Europe 1, non seulement les équipes audio, mais les équipes vidéo, car nous étions, Céline l'a dit, filmés aujourd'hui. Et puis merci à mon équipe à moi, parce que vous savez, je n'en parle pas suffisamment, mais ils font un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, je suis ici avec Lorena Martin et avec Christophe Dard. C'est la moitié de l'équipe et c'est une moitié qui a beaucoup travaillé pour préparer cette émission à Strasbourg. Merci à vous, cher public. On va vous entendre une dernière fois dans cette émission.